JoJo's Bizarre Adventure est une œuvre importante pour moi. Conseillé de la part de plusieurs de mes amis, notamment Fox, Et moi. j'ai découvert le manga lorsque j'étais au lycée. J'ai dévoré l'intégralité des chapitres en une petite année. Selon son auteur, JoJo's est une ode à l'humanité, une fiction dépeignant toutes les facettes de l'être, aussi bien que ses vices que ses vertus. Je pense qu'une de ses plus grandes forces est de le montrer par ses personnages, mettant en scène une dichotomie du bien et du mal. Des concepts montrés à la fois comme antagonistes et coexistant sur un même plan, notamment avec le personnage principal de la partie 5. Ce que je m'apprête à vous présenter est un de mes personnages préférés de l'œuvre, une figure inspirante et divine, plus que connue par le public. Moi, Giorno Giovanna, je réaliserai mon rêve. Moi, c'est Soulix, enchanté de vous connaître. Aujourd'hui, remettons en perspective le personnage de Giorno Giovanna, protagoniste de Golden Wind. JoJo's Bizarre Adventure, ou encore JoJo no Kimiona Bouken. est un manga publié par Hirohiko Araki depuis 1986 dans le Weekly Shonen Jump jusqu'en 2006. Puis publié dans le Ultra Jump de 2006 à aujourd'hui. En France, le manga a été édité une première fois par une ancienne maison d'édition appelée J'ai lu en 2002. Puis une seconde fois par Tonkam, devenu Delcourt Tonkam en 2006. Dans ce récit, il est important de comprendre qu'il existe deux timelines. La première timeline se constitue de la partie 1 à 6. Elle retrace l'histoire généalogique de la famille Joestar, de l'ère victorienne en Angleterre, aux années 2000 aux États-Unis. Tandis que la seconde timeline se constitue à date de la partie 7 à 9. Elle retrace aussi l'histoire généalogique de la famille Joestar, mais dans un autre univers à partir de l'ère de l'Ouest américain, jusqu'à nos jours à Hawaï. Dans cette vidéo, on va se concentrer seulement sur la partie 5, donc dans la première timeline. Même si on va parler d'énormément d'éléments qui viennent d'autres parties, cependant, je ne vais pas tout résumer car c'est très long. On est là seulement pour parler de lui. Hé toi, tu te crois où? Il faut une autorisation pour bosser ici, c'est clair? Tire-toi de là! Buongiorno. Garçon de 15 ans aux yeux verts et aux cheveux dorés, ce dernier est d'origine japonaise et anglaise, mais a grandi en Italie. Ouais, je pense vous avoir déjà perdu là. Alors regardons l'arbre généalogique des Joestar pour vous situer où se trouve Giorno. Oui, car c'est un peu tout le principe de JoJo. Tout commence avec George Joestar, aristocrate anglais, père biologique de Jonathan Joestar et père adoptif de Dio Brando. Jonathan tombe amoureux et se marie à Irina Pendleton, tandis que Dio se transforme en vampire. Jonathan se sacrifie afin d'arrêter son frère, laissant Irina et son fils derrière lui. Plusieurs années passent et Dio, n'ayant plus de corps, décide de prendre celui de Jonathan avec ses pouvoirs de vampire. Pendant ce temps, Irina va élever son fils George Joestar II. Il se marie avec Lisa et cette dernière va donner naissance à Joseph Joestar, qui lui va se marier à Suzy-Q. De ce mariage va naître Holly, qui va être en relation avec un homme japonais du nom de Sadao Kujo. De cette union donne Jotaro Kujo. De plus, Joseph va tromper Suzy-Q avec une femme japonaise, Tomoko Higashikata, ce qui va mener à la naissance de Josuke Higashikata. Enfin, Dio mourut en se battant contre Jotaro. Durant ses années d'immortalité, en possédant le corps de Jonathan, Dio envoûte plusieurs hommes et femmes afin de coucher avec, notamment une autre femme japonaise qui va enfanter un certain Haruno Shiobana,
aka Giorno Giovanna. C'est compliqué, mais c'est compliqué. Donc, pour vous la faire simple, Giorno est à la fois le fils de Dio et de Jonathan, c'est aussi le cousin de George Joestar II, l'oncle de Joseph, le grand-oncle de Josuke Idoli, ainsi que l'arrière-grand-oncle de Jotaro. Bon, plus sérieusement, le plus important à retenir pour notre personnage, c'est qu'il s'agit du fils biologique de Dio Brando, à l'époque où il possédait le corps de Jonathan. Par conséquent, cela fait de lui un membre à part entière de la lignée Joestar, comme en témoigne sa marque de naissance en forme d'étoile sur le dos. ほう、向かってくるのか。逃げずにこのディオに近づいてくるのか。 Pour vous présenter véritablement ces deux papas, Dio Brando est le plus grand méchant de JoJo's Bizarre Adventure. Introduit dans la partie 1, Phantom Blood, il sert de quasi second personnage principal afin d'évoluer en tant que grand ennemi que Jonathan doit arrêter. Il enterra intégralement le récit de toutes les autres parties jusqu'à la 6, à cause de ses ambitions démesurées de se détacher de toute forme d'humanité. Il est même de nouveau un ennemi que Jotaro doit vaincre dans la partie 3. Ce n'est qu'un être de nature violente et misérable, souhaitant être au-dessus des autres. Tellement violent qu'il va abandonner sa propre humanité afin de devenir un vampire. Je ne vais pas vous faire la liste de ses actions, mais il y a des trucs pas très fun, comme tuer le père de son frère, maltraitance animale, transformer une mère en vampire zombie pour qu'elle dévore son bébé, manipuler des personnes afin de les mettre à son service, et des choses encore moins sympas. 僕は本当の紳士を目指しているからだ。相手が大きいやつだからって、負けると分かってるからって、紳士は勇気を持って戦わなくてはならない時があるからだぞ。 Quant à Jonathan, il est l'incarnation du héros loyal et bon. Il est doté de valeurs morales fortes et d'un sens de la justice à toute épreuve. Né avec une cuillère en argent dans la bouche, il apprendra à se rapprocher le plus possible de sa propre humanité, en maîtrisant l'onde, un art martial efficace contre les vampires. Un être au cœur d'or et plein de convictions, il arrive à changer son entourage en de meilleures personnes. Malheureusement, il se sacrifie afin d'empêcher Dio de revenir, permettant à Erina, ainsi que son fils, de s'enfuir. Giorno est un pur produit de ces deux personnages. Au moment où on introduit notre personnage, on voit qu'il possède une photo de son paternel dans son portefeuille, qui fait plus ou moins de sens selon le visuel du manga et de l'anime. Cependant, notre futur gangster ne le connaît absolument pas personnellement, car sa naissance est postérieure à la mort de notre vampire, un moment où il était baptisé Haruno. On ne sait même pas si ce dernier connaît le prénom de son père. En parlant de ça, petit aparté sur son nom en tant que tel. En kanji, Haruno Shiobana s'écrit de cette façon. Ces caractères peuvent prendre plusieurs significations en japonais, l'une d'entre elles étant en anglais « Born from the first tide », qu'on pourrait traduire en français comme « né de la première marée ». Il décide de changer de nom au moment où il trouve son objectif de vie de héros shonen classique, Giorno Giovanna. Un nom typiquement italien pour que personne ne le reconnaisse en tant que japonais. Traduit de l'italien, son prénom signifie jour, tandis que son nom de famille est une forme féminine du nom Giovanni. On en reparlera. La mère de Haruno donnait très peu d'attention à son enfant. Pendant qu'elle profitait de la vie et passait son temps à faire la fête au retour du Japon, Haruno, entre ses 1 et 2 ans, avait du mal à dormir, car il était seul, à la maison, dans le noir. Il savait que cela ne servait à rien de pleurer, sa mère n'allait pas venir pour lui. Alors il ne pouvait que trembler de peur. Seul. À l'âge de 4 ans, sa mère se marie avec un Italien. Mais ce dernier était effroyable, car il le frappait de manière régulière. Pour en rajouter, il se faisait harceler à l'école, ce qui confortait Haruno dans son mal-être. Un jour, en rentrant dans l'école, l'enfant voit un homme au sol et blessé. Des personnes étaient à sa recherche et lui demandaient alors de leur indiquer sa direction. Et je l'ai vu partir par là. De ce côté, t'es sûr? Dans son état, il pourra pas s'échapper. Haruno ment et sauve la vie de cet homme alors qu'il n'avait rien demandé, par pure compassion. C'est à ce moment-là que ses premiers pouvoirs se manifestent, afin de cacher l'homme qu'il voulait protéger. Quelque temps plus tard, l'homme guéri revient vers l'enfant.
Suite à ça, son quotidien devenait de moins en moins pénible, car l'homme voulait le sauver en retour. Haruno comprit qu'il faisait partie de la mafia, et décida alors de prendre exemple sur lui. Il décida de se renommer Giorno Giovanna, et d'accomplir son rêve. Devenir un gangster. C'est-à-dire une personne d'influence dans la mafia, afin de résoudre les problèmes et protéger les plus faibles. Et là, pour ceux qui n'ont pas vu l'animé, vous devez vous dire « Mais il ne manque pas un passage dans ton histoire sur le passé de Giorno, là ?» Sauf que là, ce que je raconte, c'est le manga. En effet, l'animé décida de rajouter et détailler la façon dont Giorno a su que cet homme faisait partie de la mafia, en plus de mettre en avant la morale de ce dernier. Il va décider de poursuivre son rêve grâce à la découverte de son stand. Alors, je sais que cette vidéo fait beaucoup d'explications et d'expositions, mais c'est important pour que vous ayez toutes les clés en main, même si vous ne connaissez pas JoJo's Bizarre Adventure. Mais dis-moi, Jamy, qu'est-ce que c'est un stand ? Un stand est une manifestation paranormale de l'esprit combatif d'une personne, à quelques rares exceptions près. Chaque stand possède un pouvoir particulier avec un fonctionnement unique, à quelques rares exceptions près. Ils sont vitalement liés à leur porteur, c'est-à-dire que si le stand meurt, celui-ci meurt également, et inversement, à quelques rares exceptions près. Les êtres possédant ce pouvoir sont appelés des manieurs. Ah non, il n'y a pas d'exception, non. Il en existe de plusieurs types et de plusieurs formes. N'importe qui et n'importe quoi de vivant peut en avoir un. Un humain, un chien, un arbre, une rue, ou encore une épée. Bref, des trucs vivants, quoi. Ah, et pour les petits malins du fond, non, ce n'est pas une persona. De surcroît, depuis la partie 4, ils ont une logique nominative. Leurs noms sont des références à des morceaux ou à des albums de groupes de musique. Cependant, il y a aussi une logique purement symbolique et caractéristique du personnage. Et c'est ce qu'on va voir avec notre jeune homme. Le stand de Giorno Giovanna est nommé Gold Experience, en référence au morceau de musique de l'artiste Prince. Dans la version anglaise, il est nommé Golden Wind. On reconnaît facilement qu'il appartient à son manieur car ils partagent tous les deux les motifs de coccinelle au niveau de leur torse, et qu'on retrouve aussi sur les mains et les chevilles du stand. Puis, on peut facilement reconnaître le design général du stand qui fait énormément penser à cet insecte. Sa capacité principale est celle de créer la vie. Bon, j'exagère un petit peu. En fait, ce que Gold Experience fait, c'est qu'il prend un objet inanimé afin de le transformer en un être vivant. Cela peut être de transformer une valise en grenouille ou un briquet en fleur. S'il veut, il peut annuler et retourner l'objet à son état initial. Cela est très pratique dans de nombreux cas comme soigner des alliés ou rediriger des attaques contre ses adversaires. Dans ses autres capacités, il y a aussi celle de pouvoir insuffler de la vie. En effet, quand Gold Experience touche un individu, ce dernier se met à avoir ses sens décuplés et une capacité de réflexion accélérée. Cependant, le corps de l'individu ne peut pas suivre cette accélération, ce qui fait que lorsque le stand frappe de manière continue, afin de blesser l'adversaire, ce dernier va ressentir la douleur encore plus brutalement. Dans le même style, lorsqu'il le fait sur un être vivant comme une plante, il accélère son cycle de vie. Ah, et il peut détecter les formes de vie à l'intérieur d'un objet. Oui, c'est trop fort. Mais bon, il y a le bon et le mauvais manieur. C'est pas parce que vous avez un stand super fort que vous savez l'utiliser pleinement. Mais ça, on laisse aux fans de JoJo qui adorent savoir si un stand est correctement utilisé ou pas. Mais en même temps, c'est assez difficile de leur en vouloir et c'est même plutôt fun à faire à certains moments. Car dans JoJo, le système de stand est sacrément bien foutu. Alors pas forcément au niveau de la cohérence car Araki brise ses propres règles toutes les 5 minutes, mais surtout parce que ce sont des combats plus intellectuels que physiques. Il y a aussi pas mal de combats symboliques qui s'écartent de ce côté intellectuel, mais la licence est réellement illustrée pour l'ingéniosité de ces combats et de ces situations tous plus fous furieux que les uns que les autres. Et c'est un aspect qui fait sa différence par rapport à d'autres shonen de l'époque comme Dragon Ball ou Saint Seiya, voire même par rapport à d'autres shonen d'aujourd'hui en fait. Toute cette volonté de faire des combats centrés sur la créativité ou la personnalité des personnages permet de mieux faire identifier au lecteur que les personnages évoluent ou qu'ils ont un impact sur ce qui les entoure. Par exemple, il faut penser aussi qu'au début de la partie 5, Giorno ne découvrait à peine ses pouvoirs. C'est au sein de son voyage avec le gang de Bucciarati
qu'il va développer son potentiel. Tout commence par leur rencontre. Non, attendez. Attendez, je reprends mes notes. Ah, voilà. Tout commence par Koichi Hirose qui arrive à Naples sous la demande de Jotaro Kujo. Il est venu en Italie à la recherche de Haruno Shiobana pour les raisons que je vous ai énumérées plus tôt sur le passé de Giorno, aka être le fils de Dio. Koichi Hirose est un personnage important de la partie 4, aka le Tchad. Si tu obtiens le respect de Jotaro, c'est que tu es au minimum based, je pense. C'est dans ce contexte que notre étudiant japonais fait la rencontre de Giorno Giovanna en tant que chauffeur de taxi roublard. Il va instantanément le reconnaître, malgré sa différence de coupe et de couleur de cheveux avec la photo, et en savoir plus sur lui. Giorno s'enfuit, lui pique sa valise, ils se battent, mais notre héros s'en sort grâce à son ingéniosité. S'ensuit alors la première fois pour notre héros de se battre contre un autre utilisateur de stand au corps à corps. C'est à toi? Non. Ah bon. D'accord. Dans ce cas, je la garde. Bruno Bucciarati est un membre de la Passionnée, un gang de mafieux italiens, une des plus puissantes d'Europe. Ce dernier va être mis au courant qu'un jeune garçon de 15 ans a tué un membre de la mafia. Le boss de Passionnée va demander à Bruno de le retrouver vivant ou mort pour se venger et instaurer son autorité. Après une rencontre assez étrange entre les deux, Giorno finit par reconnaître le cœur noble de Bucciarati. Ces derniers partagent des valeurs communes et un sens de la justice. En effet, la Passionnée se fait de l'argent sur la vente de drogue, aussi bien aux adultes qu'aux mineurs. Ce que Bruno a toujours considéré comme quelque chose d'inacceptable. Il comprit alors que la mafia a besoin de changer. Giorno partage ses convictions et son objectif. Il souhaite être à la tête de la mafia afin de devenir un gangstar. Bruno, touché par sa détermination, accepte de l'aider car il croit en sa vision. S'ensuit son recrutement au sein de l'organisation, qu'il passe en tuant un RH. J'ai toujours su que c'était un vrai héros. Bruno le retrouve afin de lui présenter son équipe. Voilà la belle bande d'abrutis qui va nous accompagner jusqu'à la fin de la partie. Bruno, que je vous ai déjà un petit peu présenté auparavant, est le chef de la bande. Il est un ami pour certains, une figure paternelle pour d'autres, voire carrément un mentor. Il possède un stand appelé Sticky Fingers qui permet de créer des ouvertures en forme de fermeture éclair. Mista, le tireur, est de nature superstitieuse et déteste le chiffre 4. Son stand, Sex Pistols, correspond à 6 petits êtres qui l'aident à pouvoir toucher ses adversaires lorsqu'il tire. Abakio, aîné du groupe et ancien policier ne croyant plus à la justice, a un caractère pragmatique. Il est le plus méfiant envers Giorno. Son stand est Moody Blues, ayant la capacité de reconstituer des faits et gestes d'une personne dans le temps. Narantia est le plus espiègle. Il est accompagné d'Aerosmith, un petit avion qu'il peut contrôler à distance. Fugo est colérique et égoïste. Son stand se nomme Purple Haze, un stand qui empoisonne ses ennemis d'un virus incurable et mortel. Tout ce beau monde va trouver un moyen d'avoir plus d'influence dans la mafia et permettre à Bucciarati d'obtenir le titre de capo, l'équivalent d'un lieutenant. Et ça tombe bien, car le RH de la mafia a laissé derrière lui un trésor de zinzin. Direction Capri, 2 combats de stand plus tard, ce trésor est récupéré grâce au pouvoir de Sticky Fingers. Ainsi, en obtenant ce titre, il reçoit une mission importante de la part du boss, celui de protéger Trish. Pourquoi? Parce que c'est sa fille, mais aussi parce que l'identité du boss doit rester secrète. Personne ne connaît son visage ou son nom, et donc on pourrait remonter à lui via Trish, ce qui est inacceptable pour lui. Malheureusement, des assassins ou encore des traîtres sont déjà à sa poursuite, afin de le destituer. Il pense qu'elle possède aussi un stand, comme son père, capable de le démasquer. De cette façon, ils pourront prendre leur place à la tête de la mafia. Cette mission d'escorte va être prise en charge par Bruno Bucciarati et son équipe. On avance un petit peu dans le temps avec un passage à Pompéi pour récupérer une clé, puis récupérer une tortue manière de stand qui permet de cacher notre groupe au sein d'un train. Notre gang reçoit un autre message demandant d'aller chercher un disque à Venise. Un autre combat s'ensuit, récompensant le groupe du dernier ordre de la part du chef, qui est d'aller à l'île de San Giorgio Maggiore. Ils y vont. Bruno emmène Trish,
Sauf que l'objectif du boss, depuis le début, était de tuer sa fille. Ainsi, on découvre pour la première fois King Crimson. Un stand complètement fumé. Ce truc a littéralement le pouvoir de supprimer le temps. Oui, il peut supprimer le temps. Comme sur une table de montage en fait. Face à ce monstre, Bruno n'a plus d'autre choix que de fuir avec Trish. Heureusement que Giorno a pu porter assistance et sauver la vie de ses deux amis. Enfin, pas tout à fait pour Bruno. Parce que ce qui est bizarre, c'est que ce dernier ne ressent plus la douleur et qu'en touchant son corps, sa température corporelle est froide. Oui, ça pue. Ça pue. Mais bon, ce qui est fait. Notre groupe est officiellement devenu des traîtres. Bruno, Giorno ainsi que Trish ne veulent plus obéir aux ordres et souhaitent découvrir la véritable identité du chef et l'arrêter. Le reste du groupe est face à un dilemme. Suivre leurs amis dans leur ambition personnelle en devenant des personnes traquées, ou alors rester au sein de l'organisation pour ne pas avoir d'ennui, mais ils doivent se séparer de leur lieutenant qui les a accueillis à bras ouverts. Le groupe décida de trahir la passionnée. Sauf Fugo. C'est une fin de tournage pour Fugo. Salut mon pote. Par la suite, pas de bol pour le boss. En essayant de s'enfuir et de se protéger de lui, Trish va développer son stand appelé Spice Girl. Un stand qui permet de transformer la texture des objets en une texture caoutchouteuse. C'est au cours de ce périple qu'elle va encore plus prendre de l'importance, prendre confiance en elle et développer sa personnalité. Si elle peut paraître froide et égoïste, au cours du manga, elle développe de l'affection pour le groupe, qui la considère comme une véritable personne. Suite à ces événements, elle va leur demander d'aller en Sardaigne. C'est dans cette zone que la mère de Trish a rencontré le boss de la passionnée pour la première fois. Plusieurs péripéties plus tard, pour découvrir son identité, Abakio se sacrifie en utilisant Moody Blues afin de connaître son visage. Après avoir perdu leur ami, le gang est contacté par ni plus ni moins que le GOAT, JPP. Je m'appelle Jean-Pierre Polnareff. Faisant partie de la fondation Speedwagon. Personnage important de la partie 3 et qui est Cocorico français. Il est le maniant de stand de Silver Chariot, un être qui se bat de manière extrêmement agile avec une épée. Ce dernier va leur expliquer un moyen de battre leur ennemi en révélant son nom, Diavolo. Ce moyen est celui d'utiliser une flèche d'or. Alors, pour vous la faire extrêmement simple, c'est un artefact permettant la transformation d'un stand en stand Requiem. Ce dernier obtient de nouvelles capacités. Voilà, on va rester sur cette définition-là, parce que si je continue, on peut aller très très loin et très très long. Voilà. Merci beaucoup. La dernière direction pour rencontrer Polnareff est Rome, plus précisément au Colisée. On passe quelques combats et nous sommes au dénouement de notre histoire. On découvre en fait que Doppio, un mec dans le fond qui n'a rien à voir avec tout ce bordel, qui n'était une menace pour personne, était Diavolo depuis le début. Ces retrouvailles vont nous permettre tous les deux d'aller de l'avant. Afin de le battre, Polnareff utilise la flèche sur Silver Chariot pour créer Silver Chariot Requiem. Mais cela crée un énorme chaos pour nos protagonistes. Sa capacité est passée de se battre avec une épée d'escrime de manière très très vite, à échanger des âmes des individus sur un rayon d'action d'une ville entière, jusqu'à créer des abominations hors de notre compréhension humaine. Oui, c'est un peu beaucoup. Et au milieu de ce bordel, Narancia meurt en ayant échangé son corps avec celui de Giorno. Bruno se retrouve dans le corps de Diavolo, Trish dans celui de Mista, et inversement. Polnareff se retrouve dans une tortue. Bref, c'est assez confus, mais diablement efficace. Et c'est marrant, diablement, ouais. Il y a juste Giorno qui a pu reprendre son propre corps, car Narancia n'est plus parmi eux. Le combat se transforme en course-poursuite entre les personnages et Silver Chariot Requiem, qui a pour automatisme de devoir protéger la flèche d'or. Il trouve un moyen de l'arrêter, tout le monde retourne dans son corps original, sauf Polnareff, qui reste dans la tortue car son corps n'est plus, mais aussi Bruno. Durant la bataille, Bruno a succombé à ses blessures pour de bon. L'objet n'a pas pu être récupéré par Diavolo. Giorno utilise la flèche sur Gold Experience, se métamorphosant en Gold Experience Requiem. Ce pouvoir,
C'est Requiem. C'est moi. Regardez-moi ce monstre. Il s'agit littéralement d'une créature sortie de la Bible. Dans un élan d'ultime espoir, entouré par Mista ainsi que Trish, Diavolo utilise son King Crimson. Cependant, quelque chose de bizarre se produit. On dirait que Gold Experience Requiem est conscient de l'effacement du temps. Ainsi, le stand fait démonstration de sa puissance. Il annule la capacité de Diavolo et semble être sentient. Il attaque Diavolo et reçoit un châtiment pire que la mort, celui de revivre et remourir éternellement. Le mal est vaincu, Giorno va pouvoir accéder à son rêve. Il est devenu un gangstar. Malgré tout, c'est une fin douce amère. Il aura perdu 4 de ses amis au cours de son ascension. Bon, voilà ce qu'il est de l'histoire de Golden Wind. Et si vous connaissez déjà un peu la licence, vous avez peut-être remarqué un truc un peu marrant, mais en fait, cette partie, c'est une adaptation ou un remake de la partie 3. Stardust Crusader. Non, vraiment, on suit un protagoniste qui vient tout juste d'acquérir ses pouvoirs. Il va entreprendre un voyage avec les amis qu'il s'est fait au départ de cette aventure, afin d'aller combattre un être avec un nom lié au divin. Pour l'arrêter, 3 de ses compagnons vont se sacrifier. Voilà, ça se voit gros comme une maison. Mais non! Mais hasard de dingue! Vous l'aurez compris au cours de ce résumé, on en comprend tous les tenants et aboutissants. Quasiment rien n'a été fait au hasard. Oui, quasiment. Tout cela passe à travers Giorno. Il est le moteur principal de l'intrigue, en raison de sa personnalité, mais aussi par le fait que c'est tout simplement le protagoniste de cette partie. Protagoniste est un mot emprunté du grec protagonistes, qui signifie acteur chargé du rôle principal. Il est composé de protos, qui veut dire premier, affilié à pro, qui peut se traduire par être devant ou en faveur d'eux, ainsi que de agonistes, signifiant acteur ou orateur, dérivé du mot agon, parlant d'une assemblée, de jeux publics ou d'un combat. Vous l'aurez compris, c'est un terme qu'on utilise dans n'importe quel objet fictionnel pour parler d'un personnage ou d'un groupe principal au récit, qu'on va suivre du début jusqu'à la fin. Cependant, cela n'implique pas que c'est le gentil, seulement que c'est le personnage que l'on suit. C'est Byleth dans Fire Emblem Three Houses, c'est Light dans Death Note, c'est Denji dans Chainsaw Man, je pense que vous avez compris. En opposition, nous avons le terme d'antagoniste, un mot emprunté du grec antagonistes, qui signifie adversaire, celui ou celle contre qui on lutte. Il est aussi composé de agonistes, mais avec le préfixe anti, qui peut se traduire par contre. Aujourd'hui, il est utilisé dans n'importe quel récit afin de désigner un personnage ou un groupe opposé au personnage principal, donc contre le protagoniste. De la même façon, cela ne veut pas dire que c'est le méchant, seulement le personnage qui va s'opposer au protagoniste. C'est les serpents des ténèbres dans Three Houses, c'est elle dans Death Note, et c'est les démons dans Chainsaw Man. Et vous devez vous demander, c'est quoi cette personnalité précisément, et en quoi elle est importante ? Eh bien Paul, je vais te répondre. Je vous ai dépeint son histoire plus tôt dans la vidéo, mais vous pouvez déjà déceler quelques petits éléments de réponse. L'un des aspects qui peuvent nous sauter aux yeux, c'est sa gentillesse, et sa compréhension. Sans cela, tout simplement, il n'aurait jamais pu avoir un objectif. C'est cette bonté d'âme qui a sauvé la vie de sa figure inspirationnelle, entraînant par la suite la création de son rêve. Une gentillesse innée malgré son histoire et ses origines. Car quand tu grandis quasi sans aucun amour, et que ton père biologique est l'incarnation du mal dans ton univers, cela reste compliqué si vous voulez mon avis. Pourtant ce n'est pas ce que pense Araki, l'auteur du manga. C'est même un aspect qui est plutôt développé au sein de Phantom Blood, la première partie. Peu importe ta condition sociale, le plus important est de savoir si tu es humain ou pas, aussi bien métaphoriquement que littéralement. Vous couplez cela avec un sens de la justice, vous obtenez un personnage profondément bon. Mais on va mettre cette notion de justice sur le côté pour le moment. Ensuite, l'élément central de Giorno, le moteur dans le moteur, l'aspect le plus important pour lui et qui est commun à l'entièreté des personnages principaux de JoJo's Bizarre Adventure, sa détermination. C'est un réel concept exploré dans le manga à travers les différentes parties sous différentes perspectives. Pour ceux qui connaissent la partie 7 à 9,
On parle carrément de détermination sombre, c'est-à-dire un état mental par lequel on arrive outrepassant son code moral, consistant à une volonté de tuer afin d'atteindre son but. Chez Giorno, c'est différent. Il est un protagoniste avec une détermination sans faille et consistante qui va inspirer ses coéquipiers. Mista et Narancia reconnaissent qu'il arrive à donner une aussi grande détermination que Bruno, censé être le véritable leader de l'équipe. Il a les qualités qui font de lui un chef, ou du moins une figure inspirationnelle. Comme je l'ai dit, elle va être constante tout au long de la partie. Le récit est construit de telle façon à ce que Giorno ait pas, voire très peu d'évolution au sein de sa propre histoire. Fox l'a déjà expliqué au sein de sa vidéo sur Blue Giant, mais il est en principe un personnage à arc plat. Ce qui est assez différent des autres Joestar de la franchise. Jonathan évolue afin de se montrer plus humain que Dio, Joseph s'entraîne afin de prendre plus au sérieux ce qui l'entoure, Jotaro voyage en s'ouvrant aux autres, Jolene se bat en regagnant confiance en elle et en renouant son lien avec Jotaro. Bon, je vous l'accorde, nous sommes pas sur des développements de personnages de fous furieux. Surtout qu'Araki a tendance à changer la personnalité de ses personnages entre les parties, pour aucune raison. En même temps, normal, il ne réfléchit pas en tant que personnage en premier lieu, mais en termes de rôle. Il veut savoir ce que ce personnage va apporter au message et à l'histoire de son récit. Pourtant, si je vous disais que quelque part, Giorno évolue, quand même un peu, au cours de son histoire. Mais on regardera ça plus en détail quand je vous montrerai ce qu'il représente. D'abord, je me dois de vous présenter un autre aspect important de Giorno, son sens de la justice. Bon, déjà, ce qui est sûr, c'est que c'est un Joestar. Alors oui, techniquement, vous le savez déjà si vous avez suivi la vidéo depuis le début. Ce que je veux expliciter, c'est qu'il contient toutes les caractéristiques d'un descendant de la famille. Ne serait-ce qu'au niveau de son physique, il partage la marque de naissance des Joestar, une marque partagée par l'intégralité des protagonistes du manga. Alors, oui, c'est un peu faux ce que je viens de dire. Dans le manga, la marque est apparue à partir de la partie 3, et a retcon un élément qui n'était clairement pas visible dans les deux premières. Oui, c'est clairement retcon quand dans l'adaptation en animé, on prend la décision de montrer la marque de naissance sur Jonathan dès la partie 1, contrairement au manga. C'est un simple élément indiquant que ce personnage est le héros principal du récit. C'est un choix clair de Araki. Pourtant, on pourrait me rétorquer que d'autres personnages, qui sont clairement antagonistes ou secondaires de l'histoire, possèdent aussi cette marque. Dans ce cas, vous souvenez-vous que j'ai parlé de Koichi. Koichi est un personnage qui a déjà côtoyé 3 Joestar au cours de son existence. Joseph, Jotaro, ainsi que Josuke. Donc il arrive à reconnaître une certaine ressemblance au niveau de son esprit et de son physique, notamment avec Jotaro. Si ce dernier a envoyé Koichi, c'est parce qu'il a de la sympathie et entièrement confiance en lui. Mais c'est aussi parce que le personnage a la capacité instinctive de reconnaître les intentions des personnes qu'il côtoie. Et parmi les intentions que Koichi a reconnues en Giorno, il s'agit de sa détermination ainsi que de son sens de la justice. Il n'y a pas que Koichi qui reconnaît ce sens de la justice. Il y a aussi Bruno Bucciarati. Même si ce dernier fait partie d'une mafia, cela ne l'empêche pas d'en avoir un. Il a rejoint depuis son plus jeune âge la passionnée afin de pouvoir lutter contre le système de trafic de drogue au sein de l'Italie. Cette dernière ayant causé la mort de son paternel. Il a très vite été déçu lorsqu'il a su que le principal revenu de la mafia dont il fait partie était lié à ce trafic. Il est absolument dégoûté de voir que même des enfants sont prisonniers de cet engrenage. Giorno n'en pense pas moins, et c'est ainsi que leur entente puis leur amitié se construisirent. C'est ce sens de la justice qui noue leur relation et nourrit le rêve de notre héros. À partir de là, avec l'aide de Bucciarati, Giorno insuffle un vent nouveau sur un système injuste, contraire à leur code moral. Ils s'attirèrent ainsi les foudres de la mafia. Ce réveil moral va se répercuter tout au long de la partie, notamment lors du premier affrontement entre King Crimson et Bucciarati. Ils s'opposent aux méthodes cruelles et égoïstes de Diavolo. Tout cela pour dire que Koichi et Bruno reconnaissent Giorno à sa juste valeur
comme une personne qui se tend vers le bien. Il a un rêve personnel, certes, mais qui implique de combattre les forces du mal. C'est extrêmement manichéen comme principe, mais ça marche. Le manichéisme tire son origine du zoroastrisme. Venant de Perse, il est apparu au IIIe siècle et consiste en une coexistence et antagonisme entre deux principes, le bien et le mal. Aujourd'hui, on utilise encore ce terme afin de parler de toute idée qui met en opposition un concept de bien absolu avec un concept de mal absolu. C'est les Jedi contre les Sith, c'est Superman contre Lex Luthor, c'est Link contre Ganondorf. Et bien dans Golden Wind, c'est pareil. Certes, on suit des gangsters, mais ils s'opposent aux injustices et protègent la veuve et l'orphelin. Ils incarnent le bien, car ils régulent le crime, tandis que Diavolo incarne le mal, car il l'amplifie. Mais malgré toutes ces nombreuses qualités, quelque chose d'horrible sommeille en Giorno. Quelque chose qu'il a hérité du vampire séjournant en Égypte. Quelque chose de violent et qui déteste tout ce qui est inutile. Le parallèle avec Dio est frappant à plusieurs reprises. Il y a plein de moments où Giorno se comporte comme lui, notamment lors des combats. Puis même, ils partagent le même cri de stand. Muda signifie inutile en japonais, car pour les deux personnages, leur adversaire est inutile et n'est qu'un obstacle à leur objectif. Parallèlement, nous avons le aura de la famille Joestar. Cela n'est pas vraiment un mot, mais plutôt un onomatopée du genre BAM. Et c'est Jonathan qui l'énonce pour la première fois. Un cri qui sera repris plus tard par Jotaro, ainsi que Jolene. Pourtant, on peut quand même s'interroger sur l'interprétation de Muda quand il sort de la bouche de Gold Experience. Tout au long de l'aventure, Giorno va s'approprier son héritage de Brando. Il a conscientisé cette violence, s'en sert sur des personnes qui sont vraiment les pires êtres de l'humanité. Non, vraiment, les antagonistes de cette partie sont en compétition pour être la plus grande merde des merdes, en fait. J'ai pas d'explication. Donc tu m'étonnes que Giorno souhaite juste les Muda dans leur gueule. Il va se servir de cet héritage de Dio et le mélanger à celui des Joestar, se métamorphosant en un nouvel être. Un être qui incarne toute l'humanité, et plus encore. On va directement rentrer dans l'aspect le plus évident. Il y a un lien très fort entre Golden Wind et la Bible. Je vais même aller plus loin en disant que Giorno, c'est Jésus. Mais de manière assez littérale en fait. Je veux dire, c'est le fils de Dio. Dio qui est le mot italien de Dieu. Allez, c'est bon, merci d'avoir regardé cette vidéo, salut! C'est rigolo. Bon, ça suffit. Oui. Bon allez, je rigole. Plus sérieusement, il existe de grandes similitudes entre Golden Wind et le récit de la Bible. Je ne blaguais pas tant que ça en disant que Giorno est une représentation du Christ. Là, je vais devoir faire une parenthèse prévention. Je ne possède pas une grande connaissance chrétienne. Certes, j'ai grandi dans un environnement où il était présent, j'ai même assisté à des cours de catéchisme quand j'étais en primaire, au collège ou au lycée, mais ceci est un peu loin de moi. Donc, ce que je vais vous exposer provient de mes travaux de recherche sortis sur ce magnifique outil qui s'appelle Internet. Recherches qui vont sans doute être liées à des réécritures transmises à la fois par l'art au cours du temps ou par des points de vue différents au sein même de la religion chrétienne. Alors, je suis par avance désolé si je fais des erreurs, des approximations ou si je passe à côté de certains éléments importants. Si le cœur vous en dit, vous pouvez me corriger dans l'espace commentaire, ça serait intéressant de vous lire, si vous pouvez apporter plus à ma réflexion. Et aussi, même si cela me paraît plus évident, ici on ne met aucune religion au-dessus d'une autre.
Chacun pense et croit ce qu'il veut. On n'accepte aucune discrimination, que cela soit dans cette vidéo ou dans l'espace commentaire également. On est là pour poser des réflexions et des choix symboliques interprétables au sein d'une œuvre de fiction. Maintenant que tout cela est dit, on peut reprendre. Où on en était? Alors attendez, je reprends mes notes. Ah oui, merci. Jésus, ou encore Yeshua, une abréviation du mot hébreu Yehoshua, qui va aussi donner le nom de Joshua, un nom qui signifie sauveur. Il est considéré au sein du christianisme comme étant le Messie et fils de Dieu. Messie étant un mot qui veut dire sauveur d'un peuple. Donc il s'appelle littéralement Sauveur le Sauveur. Dans le Nouveau Testament, on nous explique qu'il était considéré comme un guérisseur, accomplissant des miracles. Il propage aussi la parole de Dieu, le présentant comme un Dieu d'amour et de compassion. Contrairement à l'Ancien Testament, qui avait une philosophie de Dieu différente, celle d'un Dieu sévère. Il est aussi dit que Jésus était accompagné de plusieurs disciples, ou encore nommés ses apôtres, qui répandent sa parole et suivent ses préceptes. À partir de là, assez évident de faire le rapprochement avec Giorno, ce dernier étant littéralement le sauveur au sein de son récit, possédant des capacités curatives et produit littéralement des miracles grâce à son stand et aux actions qu'il entreprend. On peut aussi rapprocher le concept de parole avec ses convictions profondes, aka son sens de la justice, une parole qui pousse à croire en lui et en sa détermination. D'ailleurs, ma théorie, c'est que le fameux Golden Wind de la partie, c'est la conviction qui l'inspire aux autres. Par contre, dans tout ça, je ne vois pas vraiment qui pourraient être les apôtres. En dehors de Giorno, notre équipe est constituée que de 6 personnes. Les apôtres ne sont qu'au nombre de 12. On pourrait s'amuser à qui correspond à qui, mais on parle de Giorno en priorité, et personnellement, j'ai pas trouvé. Mais t'es naze, toi! Par contre, on peut considérer que notre bande de personnages sont des apôtres, c'est-à-dire des personnages qui suivent les enseignements ou qui sont témoins du Sauveur. Cela se voit très clairement quand Narancia et Trish s'inspirent des cris de stand de Giorno et de Bruno afin de créer les leurs. Puis même, notre gang est littéralement témoin de l'ascension de Giorno au pouvoir. Avec autant de parallèles, il serait légitime de présumer que Giorno et Jésus partagent le même destin. Sauf que non. Araki a décidé de ne pas spoil la Bible. C'est un flex comme un autre, je le dis. Cependant, en plus de partager un même rôle narratif similaire, ils se rejoignent sur un domaine plus physique et ancré dans la réalité, l'art. Le bon pasteur est une des différentes représentations du Christ. Dans l'Ancien Testament, il est dit que c'est une image illustrant la nature de Jésus comme celui qui rassemble, guide et s'investit dans la vie de ses compères. Au départ, cette icône est une représentation d'Hermès, datant de la Grèce antique, qui s'est transformée en une représentation de Jésus au IIe siècle, lorsqu'il a fallu qu'on trouve un physique, celui d'un adolescent imberbe. C'est assez récurrent pour représenter des divinités jeunes, présenter des corps fins et sans barbe. Un physique et des caractéristiques similaires à celui de Giorno. De plus, en 1995, les designs et les corps représentés dans le dessin d'Araki, très inspirés des statues gréco-romaines. Parmi ces représentations, on sent donc que cette statue du bon pasteur, retrouvée dans les catacombes de Priscille, est possiblement une des inspirations de Giorno. Surtout qu'on reconnaît une queue de cheval ainsi que des boucles de cheveux similaires à notre héros. Même si, on est d'accord, maintenant on se représente Jésus beaucoup plus comme ceci. Mais cette représentation-là n'est arrivée que dans l'esprit religieux qu'à partir du IVe siècle. Mais non, pas Yves, 4. Pourtant, malgré ces représentations, je ne suis pas pleinement satisfait, car ce ne sont que des inspirations. Giorno n'est pas littéralement un Jésus sous crack qui se bat contre le diable. Hirohiko Araki n'a fait que reprendre les codes et l'iconographie de la Bible,
pour donner une esthétique, une personnalité, ainsi qu'un message à son récit. Surtout quand l'histoire se passe en Italie et qu'il ne fait pas trop la différence entre l'art grec, romain ou renaissant. En parlant de naissant, cela me fait une transition toute trouvée. Il faut que je vous parle de la création du personnage par Araki. Nous sommes au Japon en plein milieu des années 90. Hirohiko Araki prépare ses plans pour la partie 5 durant la fin de la partie 4, Diamond in the Breakable. Il avait pour intention de faire une protagoniste, plutôt qu'un pour cette partie. Et oui, Giorno aurait dû être un personnage féminin. C'était son intention première. Au sein même du récit, l'idée aurait été de révéler que Giorno était un personnage féminin depuis le début, ce qui explique le choix de lui avoir donné un nom sonnant féminin. Et aussi, selon ma théorie, la symbolique derrière son combat contre Babyface. Selon son éditeur à l'époque, Hiroshi Sekiya, cela expliquerait aussi pourquoi avoir attribué le pouvoir de la vie à Gold Experience, pouvoir associé à la féminité de manière générale. Malheureusement, cette idée fut abandonnée par ce même éditeur, parce que le sexisme. Non, vraiment, juste le sexisme en fait. Le magazine ne se sentait pas de publier un récit avec un personnage féminin dans une série visant les garçons. Bref, le sexisme japonais habituel quoi. D'ailleurs, c'est un peu cette raison qui l'a poussé à se venger et à mettre Jolene en personnage principal de la partie suivante. Suite à ce refus, Araki a voulu pousser le caractère androgyne de Giorno. Il a voulu mélanger la mode italienne et l'archétype du bishonen, un terme japonais signifiant littéralement « un jeune homme beau ». Un code esthétique extrêmement similaire au Bon Pasteur, vu précédemment, mais version japonaise. Un homme jeune et imberbe, il est esthétique, mais il ne possède pas de caractéristiques viriles. C'est une beauté masculine, mais simple. L'aspect efféminé de Giorno est très mis en avant. Oui, bon, je vous l'accorde, c'est pas ultra évident quand on lit le manga. Cela dépend de ce que vous considérez comme efféminé ou pas. Mais en fait, ce côté androgyne sert surtout à montrer la jeunesse des personnages. Un peu de la même façon que beaucoup ont considéré au premier abord que Narantia était une fille, et non un garçon. Mais je m'égare, revenons à notre Lady Oscar. Partant de ce concept initial pour Giorno, une autre interprétation du personnage est possible. Il s'agit d'une représentation de Marie, la mère de Jésus. Une figure religieuse importante du christianisme. Elle aurait enfanté Jésus sans avoir de rapport avec son mari, Joseph, car Dieu l'aurait choisi pour porter son enfant. Ses principaux traits caractériels sont la compassion et la compréhension, mélangés à un immense courage. Traits qu'elle partage avec Giorno, comme nous l'avions expliqué plus tôt. C'est encore plus frappant grâce à une scène en particulier dans Golden Wind. Mista, tu n'as jamais baissé les bras. Ta détermination est plus éblouissante que le soleil levant. Elle nous a montré la voie. Le chemin vers un avenir où notre destin s'accomplira. C'est grâce à toi qu'on a gagné. Tu te fous de ma gueule! À toi! C'est inutile! Cette scène arrive à la fin du combat contre White Album. C'est un combat à 2 contre 1. Mista et Giorno contre Ghiaccio. Cette pose, mon Dieu, mais cette pose et ce moment, cela résume tellement tous les aspects de Giorno que nous avons abordés jusqu'à présent. Cette position n'est pas anodine du tout. Il se place en tenant Mista dans ses bras, de la même façon qu'une scène souvent représentée dans l'art, la Pietà. C'est une scène du Nouveau Testament. Suite à la mort de Jésus, Marie pleure et fait le deuil de son fils. Elle a été maintes et maintes fois reprise au cours de l'histoire de l'art. Un petit peu comme l'Annonciation, pour ceux qui connaissent. Mais 2 œuvres nous intéressent ici. Celle sculptée par Michel-Ange en 1499, ainsi que celle de Marc Assis, sculptée dans la cathédrale Saint-Alain de Lavore, construite en 1300. Sur les 2 statues, nous remarquons que les positions sont similaires à celles de Giorno, qui prend la place de Marie, tandis que Mista prend celle de Jésus. Ici, Giorno incarne l'être compatissant, protégeant et rassurant l'être aimé qui s'est sacrifié pour lui.
Après, cette interprétation est bien moins complète que celle de Jésus, je vous l'accorde. Mais au moins, on comprend purement et simplement les intentions d'Araki. Celui de présenter un personnage divin avec une dimension empathique claire. Pour continuer sur cette voie, Araki s'est inspiré de plusieurs œuvres d'art de la Renaissance. Marrant quand on parle de Jésus. Pour façonner Giorno dans sa conception finale. Assez en cohérence avec tout l'esthétisme et le lieu dans lequel se déroule notre histoire, l'Italie. C'est un personnage littéralement solaire. Le soleil est une marque de Giorno, tellement marquée que cela est représenté dans son nom. C'est ce côté rayonnant qui inspire une foi envers son idéal. Il est comme le soleil, illuminant le chemin des autres personnages. Giorno a foi en ses capacités, il a foi en ses amis, il a foi en ses convictions, et c'est ce qui fait l'essence de sa détermination. Il incarne le concept de la foi. Pourtant, cela n'est pas suffisant. Cette foi a des conséquences. Il a chamboulé tout un statu quo. Il y a quelque chose qu'il n'a pas pu briser. C'est le destin. Le destin, c'est un concept exploré dans les différentes parties de JoJo's Bizarre Adventure. Golden Wind le traite sous l'angle de la fatalité. Mais avant, laissez-moi vous faire un aparté sur le meilleur ami de Giorno et le véritable Jobro de cette partie. Alors, pour ceux qui ne savent pas, un Jobro, c'est un terme de fan qu'on donne à un personnage qui accompagne le JoJo du début jusqu'à la fin de la partie. Dans la partie 2, c'est César Zeppeli, dans la partie 3, c'est Kakyoin, dans la partie 4, c'est Okuyasu. Dans la partie 5, beaucoup de fans vous diront que le Jobro, c'est Bruno. Alors que personnellement, je donnerais ce titre plutôt à Mista. En effet, notre pistolero correspond à la définition la plus pure d'un croyant. Il est de nature superstitieuse, il a une confiance aveugle dans l'idéal de Bruno, il croit en la fatalité du destin, il est déiste, c'est-à-dire qu'il croit en l'existence d'une entité supérieure. Il est un personnage libre, qui ne considère la vie que comme un début et une fin. Tout ce qui est au milieu n'est pas de notre ressort, et il n'est pas en notre pouvoir de le changer. Ainsi, Mista se laisse porter par les choses, croyant sincèrement qu'il ne mourra que quand il devra mourir, et qu'il vivra tant qu'il devra vivre. Un jour, il sauva une femme se faisant agresser dans la rue, mais jouant de malchance, cela va le conduire en prison. Il n'est même pas énervé ou quoi, hein. Il considère juste que ces événements sont arrivés pour une raison. Cette vision du monde, il l'a conservée jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, lorsqu'il est sur le point de mourir, durant son combat contre Kraftwerk, il croit dur comme fer qu'il va être secouru par une force mystérieuse. Après, c'est peut-être lié à sa mésaventure avec Rolling Stones, mais on en reparlera plus tard. Sa foi est tellement forte qu'il est le premier du groupe à comprendre l'importance de l'arrivée de Giorno au sein de la passionnée. Il le considère même comme un symbole de bonne fortune. Ce qui est assez marrant quand on sait que la coccinelle, le symbole de notre héros, est un insecte représentant la bonne chance. Nos deux comparses vont se lier d'amitié, voire plus, oui plus, car il y a quand même une main dans le slip qui se balade. Au fur et à mesure du récit. Vous allez voir roommates comme diraient les historiens. Mista estime énormément Giorno, car il admire son courage et sa détermination. Ce qui est tout le contraire d'Abakio, l'opposé absolu de nos deux compères. Ancien policier s'étant retrouvé mêlé à une affaire de corruption, il a décidé de faire amende honorable et de quitter l'institution. C'est ce qui le pousse à rejoindre Bruno et la passionnée, qu'il a accueilli à bras ouverts, bien qu'il ne croyait plus en lui-même. Ce qui explique pourquoi il est aussi sceptique et méfiant envers Giorno au départ, jusqu'à l'arc se déroulant à Pompéi. Ils sont peut-être opposés, mais ils ont tous les deux un point commun. Un point commun partagé par tous les protagonistes, Giorno compris. Ce sont des esclaves endormis du destin. Alors c'est très classe et très triste sur le papier, on se croirait dans un Dark Souls, mais c'est quoi cette idée en fait ? Il s'agit de la plus grande tragédie de cette partie.
Nous sommes à la fin de notre aventure. Giorno utilise la flèche dorée sur Gold Experience, qui le métamorphose en Gold Experience Requiem. Malgré cela, Diavolo tente d'en finir en utilisant les deux capacités, l'effacement du temps ainsi que Épitaphe. Ah oui, c'est vrai, je ne vous l'avais pas dit, mais le stand de Diavolo a une capacité qui s'appelle Épitaphe. Cela lui permet de voir l'avenir dans les 10 prochaines secondes. Quand je vous dis ce stand est trop pété en fait. Quand Diavolo utilise ses deux capacités pour battre Giorno, ce dernier l'annule. Il annule le destin que Diavolo avait élu. À ce moment, on se dit « Mais Giorno, il est trop fort, il a triomphé du destin grâce à son rêve !» Sauf que pas du tout. Non, pas du tout. Parce que, suite à ce combat, nous avons un flashback avant l'arrivée de Giorno dans la mafia. Il s'agit d'un arc centré justement sur le personnage de Mista. On change complètement de point de vue. Bruno reçoit la visite d'un vieil homme lui demandant de se venger d'un sculpteur qui était en couple avec sa fille. Il pense qu'il serait le meurtrier. Bucciarati hésite en vue de la nature vague et haineuse de la mission, mais accepte après insistance. Il part en mission avec Fugo et Mista vers là où habite l'homme qu'il recherche. Notre pistolero part en éclaireur afin de faire parler le coupable. Sauf que depuis le début du récit, Mista est suivi par une pierre étrange. Il retrouve encore cette pierre en compagnie de Scolipi. Après un interrogatoire houleux, il révèle à Mista le pouvoir de son stand Rolling Stones. Un pouvoir permettant de révéler à travers sa forme les conditions de la mort de sa cible. Elle ne la tue pas. Juste en la touchant et via sa forme, le stand montre les circonstances de sa mort. Le seul moyen de changer cette prophétie est de pouvoir détruire la pierre. Ainsi, dans cet arc, la pierre change afin de montrer le corps de Bucciarati, donc la pierre prédit la mort évidente du personnage. Cependant, Mista va faire en sorte de l'arrêter en voulant la pulvériser. Il pense qu'en la détruisant, il pourra sauver son ami. Cependant, la destruction de la pierre n'arrête pas la prophétie. Elle la change. Quand la pierre s'est éclatée au sol sous l'influence de Mista, on nous révèle les visages de Bruno, d'Abacchio, ainsi que de Narancia. Quand notre gang s'en va sans savoir ce qu'il s'est réellement passé, Scolipi dit ceci. Nous sommes tous les esclaves de notre destin. On ne peut changer la forme qui en ressort. J'ignore qui ils sont, mais une chose est certaine. Ils sont lancés sur une voie de souffrance. Plusieurs d'entre eux n'y survivront pas. Je me demande pourtant, sont-ils tous comme ça? L'un d'eux a été jusqu'à sauter du haut de l'immeuble, sans autre objectif que de détruire la pierre. Les amis de ce Bucciarati ont certainement une raison pour suivre cette voie semée d'embûches. Qui sait? Peut-être leurs difficultés seront le début de quelque chose de plus grand pour quelqu'un d'autre. Peut-être même un espoir retrouvé. Je ne peux prier pour leur survie, mais je leur souhaite d'être des esclaves endormis. Peut-être qu'à leur réveil, ils trouveront un sens à tout ça. Ouais, faites qu'ils soient des esclaves endormis. Pour expliquer ce qu'il s'est passé, c'est que le voyage de Giorno représente, ainsi que les personnages qui l'accompagnent. À l'image du milieu de la pègre dans lequel ils évoluent, le destin des personnages est irrémédiablement noyé dans la violence. C'est le message que Araki a voulu faire passer. Dans une interview, il explique que la situation de gangster pour ces personnages n'est pas forcément souhaitable pour eux. Je dirais même que c'est un peu tout le principe du personnage de Narancia. Mais pourtant, ils se retrouvent malgré eux dans une situation car ils ont subi les injustices de la société. Ce n'est qu'en rejoignant la passionnée, et plus précisément l'équipe de Bucciarati, qu'ils trouveront une place et un foyer dans ce monde. Malheureusement, il existe toujours des injustices, même au sein de ce foyer, notamment celles nées des désirs égoïstes de Diavolo. C'est ainsi que le concept de Golden Wind arrive. Giorno est le souffle nécessaire pour abolir cette fatalité. Il remet en cause les méthodes et les intentions du boss. Il souhaite prendre sa place et avec sa propre vision des choses. Il joue même contre le destin lui-même
avec le pouvoir de Requiem contre celui d'Épitaphe. Le personnage qui l'accompagne le plus dans ce changement, c'est Mista, cet ami qui n'a jamais cessé de croire en lui dès lors que Giorno a fait ses preuves. Ce même Mista qui va vouloir empêcher la prophétie de la mort de Bucciarati. Alors que pourtant, Mista est celui qui croit le plus au destin. C'est ouf quand même. Mais dans cette réalisation, il y a quelque chose qui me turlupine. C'est le fait que Giorno soit lui aussi un esclave endormi. Et c'est là où je voulais en venir avec tout ceci. Le destin a pu réellement être brisé ? Je pense que non. On ne peut pas briser le destin, on peut seulement négocier avec le destin. Alors, attention. Sous ce terme que j'utilise pour attirer votre attention, qui m'a été conseillé par mes 2 compères, oui parce que c'est pas moi qui ai choisi, je vais préciser ce que j'entends par là. Parce qu'en effet, ça n'a pas de sens. Il n'est même pas au courant de la future mort de ses amis. Puis, dans Jojo, le destin n'est pas une personne. Elle se manifeste plutôt comme une loi métaphysique de notre monde, ou un concept abstrait et supérieur, semblable à Dieu. Et quelle est cette loi ? Eh bien Paul, tu poses beaucoup de questions aujourd'hui. Je suis fier de toi. Tiens, prends un cookie. De ce qu'on en comprend, le destin consiste en un équilibre du bien et du mal. Voyez cela comme une balance. Si un déséquilibre se crée d'un côté comme de l'autre, le destin va faire en sorte que l'équilibre soit rétabli, d'une façon ou d'une autre. Donc, quand on dit négocier, c'est plutôt de faire en sorte que cela soit à notre avantage. À travers Mista, on comprend que le destin ne peut pas être brisé. Il a essayé, mais cela n'a pas fonctionné. Il l'a seulement modifié. Pire, il croit même avoir réussi, alors que pas du tout. Et cette croyance, c'est un peu la même chose chez Giorno, même s'il est plus complexe que ça. En fait, je dirais même qu'on est face à un certain paradoxe. D'un côté, c'est un garçon arrivé de nulle part, avec pour volonté de rendre le monde meilleur, avec sa volonté divine. L'archétype d'un héros de shonen classique, qui affronte et vainc le destin qui se dresse devant lui. Il a empêché la prophétie d'Épitaphe, comme en témoigne le pouvoir que procure la flèche à un stand, qui est lié à la dernière volonté forte de son manieur. Pour Polnareff, quand Silver Chariot devient Silver Chariot Requiem, ce dernier a pour objectif de protéger la flèche. Pour Giorno, Gold Experience a reçu le pouvoir d'annulation, un pouvoir permettant d'annuler le destin montré par Épitaphe. D'un autre côté, on peut se dire aussi que sa volonté était inutile, malgré ses aspérités divines. Il n'a pas pu empêcher la mort de ses amis que Rolling Stone avait prédit. Si on pense que Gold Experience Requiem a reçu le pouvoir d'annulation, c'est parce qu'il avait espoir d'annuler la mort de ses amis, annuler le mal de Diavolo. Pourtant, cela n'a pas été suffisant. Rien ne pourra les faire revenir. Notre protagoniste a rempli son rêve. Il a atteint son objectif. Cependant, regardez le prix de ce rêve. Je veux dire que tout ce voyage à travers l'Italie pour battre Diavolo a mené à des sacrifices. L'abandon de Fugo, la mort d'Abacchio, la mort de Narantia, la mort de Bucciarati sont des événements que le destin a décidé de donner pour arriver à cet avenir meilleur. Et sincèrement, je pense que Giorno a une part de regret et de responsabilité derrière tout ça. De la même manière que son père, Dio, il s'est servi de ses compagnons afin d'arriver à ses fins, même si ces derniers ne sont pas aussi mauvaises. Le gang de Bucciarati est littéralement une famille. Ce sont des personnages qui n'avaient personne vers qui se tourner. Giorno appréciait sincèrement leur compagnie et leur amitié. À chacune de leurs morts, il tremble, comme quand il était enfant. Je pense que vers la fin, en ayant vaincu Diavolo, il se rend compte de la conséquence de ses actes, que cette détermination
qui l'a mené jusqu'ici, a apporté de la souffrance aux êtres qu'il tenait. Son acte égoïste, bien que rempli de justice envers les plus faibles, a un prix à payer. C'est ça ce que Giorno a négocié avec le destin, sans s'en rendre compte. Le destin, dans sa nature, fait toujours en sorte de rééquilibrer le bien et le mal. C'est un principe d'échange équivalent. Comme on le dit si bien, pour chaque chose reçue, il faut en abandonner une autre de même valeur. Quand notre Adonis a souhaité renverser le diable pour accéder à son rêve, le prix à payer était la vie de ses camarades. Pour enfoncer le clou, on apprend que le récit aurait dû être beaucoup plus sombre, notamment sur l'abandon de Fugo. Ce dernier aurait eu pour intention de trahir notre gang. Cela aurait été un moyen de mettre notre protagoniste face aux conséquences de ses actes, ainsi que d'approfondir la nature toxique du manieur de Purple Haze. À la place, on ne connaît que le destin de ce dernier seulement dans 2 light novels hors canon. Hirohiko n'a pas eu le courage de prendre cette voie-là, d'autant plus que dans cette partie, on sent toute la tristesse qu'il ressentait à cette époque, une époque où mentalement cela n'était pas terrible pour lui. Toute cette notion d'équilibre entre le bien et le mal que j'ai évoquée jusqu'à là sert à raconter quelque chose sur notre héros. Il est mis en parallèle à l'équilibre intérieur de ce dernier. Au cours de son périple, il a appris à maîtriser les 2 facettes de sa personnalité, celle de Jonathan ainsi que celle de Dio. Celle d'une personne bonne ainsi que celle d'une personne mauvaise. Il ne peut pas les renier, ils font partie de son identité. Une identité qu'il accepte totalement lors de la métamorphose de Gold Experience. Est-ce que cela veut dire qu'il accepte le destin ? À vous de voir. Pourtant, malgré cette tragédie, Giorno donne envie de se battre. Il est un héros divin qui aspire à toujours vouloir le bien. Ce fils de 2 personnes diamétralement opposées a changé le destin de ses compagnons, enfermés dans un système injuste. Notre protagoniste s'est rebellé contre la tyrannie du diable. Il inspire le respect envers les siens, l'empathie, la compassion, ainsi que la volonté d'un monde plus juste. Même si cette ambition engendre des sacrifices, il s'est battu pour eux afin d'honorer leur mémoire. Bien qu'inspiré par les figures divines, Giorno est un être profondément humain, qui aura certains regrets à porter pour le restant de ses jours, en même temps que ses nouvelles responsabilités en tant que nouveau roi de passionnés. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je suis très content qu'elle soit enfin sortie. C'est ma première grosse vidéo, bon la dernière fois c'était ma première vidéo, là c'est ma première grosse vidéo, c'est pas la même chose. N'hésitez pas à la partager partout, sur les réseaux, auprès de vos proches, laissez un petit like, tout ça nous ferait extrêmement plaisir. Mais aussi à vous abonner à la chaîne Gaming, on poste des épisodes toutes les semaines de let's play, de rediffusion de nos lives, notamment des miens, où en ce moment je live Bendy sur Twitch, donc si vous voulez me retrouver, c'est à peu près tous les samedis après-midi, notamment entre 15h et 18h, les horaires peuvent varier, mais en attendant, les horaires officiels ressemblent à ça. Mais je suis très content que cette vidéo soit enfin sortie, c'était des centaines d'heures de travail, c'était long, c'était compliqué, j'ai malheureusement raté la sortie de Steel Ball Run, tant pis. Je la partage pour l'amour de Giorno, l'amour de Jojo, évidemment. N'hésitez pas à rejoindre notre Discord qui est dans la description. Voilà, on discute, c'est plein de bonnes personnes. On fait souvent des petits événements intra-communautaires, voilà, n'hésitez pas à passer. On fait des soirées écoute, c'est très sympa. En attendant, je vous dis au revoir et on se retrouve pour la prochaine.